Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui Monsieur Joseph Chovanec à l'Institut Mines Télécom pour cette journée internationale en faveur des personnes handicapées. Initialement, Monsieur Chovanec devait être en présentiel. Les circonstances font qu'il fera son intervention à distance. Néanmoins, je ne sais pas si on peut on a l'occasion de le voir. Je voulais le saluer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Le 3 décembre est, comme vous le savez, la journée internationale en faveur des personnes handicapées. À cette occasion, Monsieur Joseph Chovanec a accepté de partager avec nous ses réflexions sur les intelligences plurielles enrichies par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Monsieur Chovanec est connu pour son parcours professionnel singulier, son sens de l'humour, sa sincérité et sa logique. Son regard sur la différence, enrichi de son expérience de vie, est précieux et nous invite à une réflexion ouverte sur la diversité des intelligences. Diplômé de Sciences Po, docteur en philosophie et en sciences sociales, écrivain et voyageur, il nous rappelle l'importance d'accepter la différence et d'en tirer toute la richesse. C'est un message qui résonne particulièrement aujourd'hui, alors que nous cherchons à construire un avenir plus inclusif. À l'Institut Mines Télécom, nous avons à cœur de donner du sens à notre travail. Notre raison d'être est simple, mais essentielle. Je la rappelle, même si vous la savez toutes par cœur, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs. Cette ambition guide notre quotidien et nourrit notre désir de contribuer à un monde plus juste et plus inclusif. Dans cette optique, nous nous mobilisons pour faire face aux défis de notre société. Nous cherchons à soutenir l'innovation et à favoriser l'inclusion à travers des formations pluridisciplinaires en sciences, en technologie, en innovation, en management, et en apportant ainsi notre contribution à la construction de la société de demain. Dans nos écoles, des référentes et des référents handicap sont présents au quotidien pour mieux accompagner les membres du personnel, les étudiants et les étudiantes en situation de handicap, en leur offrant un soutien personnalisé et les aménagements nécessaires à leur environnement de travail, leurs conditions d'apprentissage et à leur bien-être. Ils sont également présents pour enseigner et conseiller celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Enfin, notre engagement en faveur de l'inclusion se concrétise par des actions de sensibilisation organisées tout au long de l'année. La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche et nous sommes heureux de pouvoir offrir à toutes et à tous l'opportunité d'y participer, que ce soit en présentiel ou à distance, en direct ou en différé. Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont organisé cette journée et qui ont permis la construction de cet événement. Leur travail est précieux et sera apporté, j'en suis sûre, à la réussite de cette journée. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui et pour votre participation. Merci à nouveau à vous, Monsieur Chovanec, pour avoir accepté de partager votre expérience et votre réflexion avec nous. Je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci encore une fois à vous d'avoir bien voulu me convier à cette rencontre, à ces échanges que j'ai pu suivre, d'ailleurs à distance. J'ai été plus d'une fois saisi, interpellé, surpris, et c'est dans le bon sens du terme, évidemment. Aujourd'hui, cela nous a été très bien dit, est le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Parfois, on se demande qu'est-ce que c'est que le handicap? Qu'est-ce que c'est aussi que cette intelligence artificielle dont on parle de plus en plus? Je vous convie à un voyage. Alors, un lointain voyage, vous verrez, au début, vous serez déstabilisé. C'est l'objectif d'une certaine façon. C'est comme cela que l'esprit humain apprend, comprend. Il y a une phase de déstabilisation, il y a une phase d'apprentissage ensuite. Voyez? Et si cette intelligence artificielle dont on parle tant, si cette intelligence artificielle qui nous effraie parfois n'était que l'une des nombreuses formes de l'intelligence ou des intelligences,
Faut-il les mettre au pluriel? Oui, sans doute. Mais avant d'en arriver là, commençons notre voyage. Alors, je vais essayer de partager mon écran et j'espère que comme ça, on pourra démarrer. Vous voyez, notre voyage commence il y a longtemps, très longtemps. Ça commence quelque part dans les académies talmudiques de Babylone. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le Talmud? Le Talmud est non pas un livre, mais une bibliothèque, pourrait-on dire, une bibliothèque qui renferme toutes sortes de discussions rabbiniques. Il en existe deux de Talmud. Il y a le Talmud dit de Babylone, comme son nom l'indique, conçu essentiellement par des rabbins de Babylonie, et le Talmud dit de Jérusalem. Je me suis permis de mettre ici, à titre d'illustration, simplement une page de couverture du Talmud de Babylone. Et puis, les pages du Talmud, bon, j'en ai mis une un peu au hasard pour voir à quoi ça ressemble. Donc, en tout cas, ce sont sur des milliers de pages de discussions rabbiniques à n'en pas finir, de gens qui ont vécu quelque chose comme 20 siècles en arrière. Et c'est là que commence l'histoire de l'intelligence artificielle. Ou plus précisément, avec un personnage étrange dont tout le monde connaît le nom, mais le sens de son nom s'est un peu perdu avec les légendes qui, au cours des siècles et des millénaires, se sont surajoutées dessus. Oui, vous le sentez, c'est le golem. Le golem, c'est un personnage très ancien. Là, le mot golem apparaît une fois dans le texte biblique. Peu importe les détails, mais si vous êtes intéressé par ça, c'est dans Psaume 137, 16. Golem, ça vient d'une racine verbale qui désigne un peu la terre glaise, ce que l'on peut assembler à partir des composants de base, des composants matériels, dans une espèce de figurine qu'on peut espérer en tirer. Vous voyez? Et dans le Talmud, donc quelques siècles après le texte biblique, il y a un passage qu'on cite beaucoup parce que c'est vraiment le passage séminal. Il se déroule dans le traité d'Istanédrin, c'est le nom de l'un des nombreux traités du Talmud, plus précisément Sanhédrin 65b. C'est un bref passage, mais qui a été glosé, commenté à de très nombreuses reprises. Donc, c'est un texte qui est non pas en hébreu, mais en araméen talmudique. Et donc, voici à peu près l'histoire. C'est le petit texte qui est en bas à droite de l'écran. Donc, Rabba ou Rava, c'est l'un des personnages du Talmud. Il avait un sens de l'humour assez spécial. Il a créé un hominicule, littéralement, c'est le texte dit Gavra, donc c'est une espèce d'hominicule, on ne sait pas plus précisément. Et il a voulu épater ses collègues rabbins. Il a envoyé cet hominicule, ce golem, auprès de Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, surpris par l'apparition de cette créature assez bizarre, lui a adressé la parole. Mais surprise, ce que se passe ensuite, Velo ko mehader le. Donc, mais la créature ne lui a pas répondu. Et donc, Rabbi Zera a compris que c'était un mauvais jouet ou un mauvais jeu, et il a répliqué à cette créature, retourne dans ta poussière. Et donc, ce passage-là, qu'est-ce qui sous-entend? Se dit que l'être humain peut créer des entités avec toutes sortes de fonctionnalités, encore qu'on ne sache pas exactement ce que le golem de Rabat avait comme capacité, on ne le sait pas. Mais je dirais la clé de voûte de la distinction entre l'être humain et cette machine, entre cette intelligence artificielle et l'être humain, c'est la parole, qui permet de démasquer donc cette entité comme étant radicalement non humaine. Et les siècles passent, et on en arrive à l'Europe médiévale avec ses ghettos. Et plus précisément, on en arrive, pardonnez, j'ai
Et voilà, on en arrive au ghetto de Prague, où évidemment il y a toute une légende avec le golem. Donc Rabbi Lev, que plutôt les Juifs appellent le Maharal, mais c'est le même personnage, aurait créé le fameux golem. Alors ce golem-là, il exécutait un peu toutes les tâches qui étaient trop exigeantes pour l'être humain, ou alors aussi pouvait exercer un rôle de protection de la communauté juive. Mais le golem, évidemment, ne parlait pas. Voilà. Je vous passe les détails parce qu'évidemment, c'est un sujet extrêmement fertile. Donc, il y a une quantité de bouquins sur le golem de Prague. S'il y a parmi nous des amateurs de belles histoires, la photo que j'ai mise à l'écran, c'est la photo de la synagogue nouvelle ancienne. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Altnai, en yiddish. Et donc, le fameux golem serait au grenier de cette synagogue jusqu'à ce jour. Mais bien sûr, l'accès en est interdit. Vous devinez pourquoi. Peut-être qu'on verrait qu'il n'y a rien, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais en tout cas, on voit ici cette idée qu'on pourrait créer une espèce d'entité par un jeu, on va dire, extrêmement complexe de l'intellect humain, mais que cette entité resterait néanmoins inférieure à l'être humain parce que, eh bien, elle ne parle pas et parce que son intellect, au sens, par exemple, de capacité à faire des analyses humaines, reste très inférieur. En fait, ce n'est pas que le ghetto juif de Prague qui a travaillé dans cette direction-là. À quelques centaines de mètres de là, côté chrétien, il y avait à la même époque à peu près une autre création tout à fait étonnante que cette fois on peut voir jusqu'à ce jour. C'est la fameuse horloge astronomique de Prague. Alors, vous me direz qu'il y en a beaucoup des horloges astronomiques et c'est vrai, mais celle-là était un peu considérée comme la merveille des merveilles. Et donc, l'idée là derrière, c'est que peut-être que l'esprit superstitieux du Moyen Âge finissant a un peu facilité la donne. L'idée, c'était que derrière cette espèce de mécanisme absolument surhumain, il y a une vie, un organisme vivant qui se cache. Et que, en fait, ce mécanisme d'horlogerie constitue une espèce de prolongement éternellement vivant de son génial créateur. Et alors, c'est évidemment une thématique que l'on retrouve sous différentes formes dans les guildes qui ont construit les cathédrales. On pourrait citer beaucoup d'histoires. Par exemple, l'un des grands bâtisseurs de cathédrales s'appelait Pierre Parler, comme le verbe parler. Et donc, souvent, on représente des statues avec une pierre dans la bouche. Vous voyez, donc, pour dire que la statue, en quelque sorte, continue la vie du maître défunt. Mais revenons à ce mécanisme d'horlogerie, tellement complexe que, en fait, personne n'y comprenait rien. Alors, il y a une légende pragoise qu'on retrouve d'ailleurs presque sous la même forme à Strasbourg, c'est assez étonnant. La légende pragoise, c'est la suivante, que l'horloge astronomique aurait été construite par un certain maître qu'on appelle Hanouch ou Jean, suivant les versions, c'est pas d'ailleurs, c'est plus de la légende qu'autre chose. Et il a réussi à donner vie à cette machine extraordinaire. Et ses adversaires ou concurrents étaient tellement jaloux qu'ils lui ont crevé les yeux pour qu'il ne puisse pas, par exemple, construire une machine similaire ailleurs. Mais, du moins telle est la légende, il aurait demandé à visiter une dernière fois le mécanisme et c'est là, donc il aurait tendu la main et la machine se serait tue. Voilà, au des siècles. Alors, c'est évidemment une légende, mais il faut bien voir que le fait de réaliser des calculs de calendrier ou des calculs astronomiques, c'est ce que l'on appelait le compute.
Donc, le compute, on utilise toujours le terme aujourd'hui dans certains milieux cléricaux pour désigner comment calculer, par exemple, tel ou tel calendrier liturgique ou autre. Mais le compute, c'est je dirais, cette science, on ne sait pas si c'est une science ou une sorte de quête spirituelle ou ésotérique qui permet d'animer ces orbes ou je dirais, ces sphères, l'harmonie des sphères, vous connaissez cette expression. Alors évidemment, compute, ça nous rapproche déjà beaucoup de ce que nous connaissons, nous. Et justement, arrivons-en maintenant au XXe siècle. Alors, faisons quelques bons en avant et on en arrive au milieu du XXe siècle. Et avec le progrès de différentes machines, je dirais l'introduction non plus seulement de fabuleux mécanismes avec des roues dentées, etc., mais des composantes électroniques, je vous passe les détails, c'est de plus en plus poser cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour distinguer ces nouvelles machines de l'être humain? Il y a un point qui est très connu, mais on ne le saisit pas forcément toujours dans son contexte. C'est le fameux test de Turing. Alors, Alan Turing, c'est inutile de le présenter, mais donc Alan Turing avait mis en place un test, un critère, alors qui est formulé de façon beaucoup plus complexe dans ses livres, mais c'est un peu je dirais la quintessence qu'on en tire après, je dirais, mille et une reformulations. Le test pourrait s'exprimer comme suit. Si un observateur dénommé C est incapable de déterminer si ses interlocuteurs dénommés A et B sont des humains ou une machine, eh bien, ça veut dire que la machine a passé le test de reconnaissance. Donc, en fait, le test de Turing. Donc, en fait, ici, le critère pour être reconnu comme une intelligence quasiment humaine, c'est de pouvoir produire un langage intelligible et qu'un observateur ne puisse pas distinguer de celui d'un être humain. Vous l'avez compris, c'est exactement l'histoire du Talmud, de traité Sanhédrin 65b. C'est exactement cela. Et à vrai dire, ce n'est pas une bien grande surprise parce qu'on le verra dans quelques instants, il y a de profonds liens entre l'avènement de la cybernétique et ce qu'on a ensemble esquissé très rapidement. Alors, il y a eu d'autres personnes qui ont essayé d'esquisser d'autres critères de distinction entre machine, être humain, mais c'était plus complexe et moins facile à mémoriser que le test de Turing. C'est pour cela peut-être que ces visions-là, ces lectures-là sont moins connues que le test de Turing, d'autant plus que Turing a eu une gloire que vous connaissez grâce à différents films, etc. Mais donc, le véritable créateur de ce que l'on appelait cybernétique, alors les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas, mais ce que l'on appelle informatique aujourd'hui s'appelait cybernétique. Il n'y a pas encore si longtemps. Donc, le père fondateur de la cybernétique, c'est Norbert Wiener. Alors, cybernétique, c'est un mot qui vient d'un terme grec qui désigne celui qui tient le gouvernail sur un bateau. Pourquoi cela? Parce que Norbert Wiener était, entre autres, pendant la guerre, impliqué dans toutes sortes de réflexions sur la possibilité de créer je dirais, soit des machines qui pourraient tirer automatiquement sur les avions ennemis, soit alors au contraire qui permettraient de naviguer ou de guider une espèce d'appareil volant quelconque. Norbert Wiener venait d'une famille, lui-même était très imbibé, on va dire, d'études juives, et ça se sent à chaque pas dans ses écrits. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi sur cette photo, il penche la tête en bas, parce que sur les photos où vous le voyez, on va dire, sous un angle un peu plus normal, on voit le handicap. Il n'a pas été diagnostiqué de je ne sais quoi, mais je dis sur les photos où on le voit, on va dire de face, normalement on voit
je dirais, la spécificité de Norbert Wiener. Et donc, Norbert Wiener, entre autres, l'auteur d'un livre, on est dans l'immédiat après-guerre ici. Il a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, Dieu et le golem, quoi, où il essaye de distinguer, de poser des critères de distinction entre l'être humain et le golem, quoi. Donc, il oppose en gros de mémoire trois. Donc, que la machine, pour ressembler à une forme d'intelligence humaine, doit être capable d'apprendre. Elle doit être capable de se dupliquer ou de se reproduire. Et elle doit être en mesure de se coordonner avec l'être humain. À l'époque, ça a passé pour, je dirais, une absurdité totale, tout comme le test de Turing. On n'était pas prêt de le franchir. Mais c'est là qu'avec le passage des années est venu une espèce de choc. Et si, en fait, les machines avaient déjà ou étaient sur le point de passer tous ces caps-là? Alors, évidemment, il y a des gens qui s'enferment dans la terreur. Il y en a d'autres qui surfent sur la vague. Et l'un de ceux qui a, je dirais, pris l'option inverse, c'est évidemment Ray, on s'appelle Raymond, mais Ray, on l'appelle tout le temps comme ça, Kurzweil. Et donc Kurzweil a notamment écrit, alors c'est un personnage absolument savoureux, quoi. Et il a notamment écrit un livre qui s'appelle La singularité est proche. Donc, qu'est-ce que c'est que la singularité dans son vocabulaire à lui? C'est, pour le dire simplement, le moment où nous autres pauvres bipèdes humains seront définitivement liquéfiés par, on va dire, la puissance des machines, quoi. Et il y a toutes sortes d'arguments pour dire que véritablement, cette singularité est proche. Je vous passe ses calculs à lui, son argumentaire à lui, il suffit de s'y référer. Mais ce que l'on peut quand même savourer, et je trouve que la couverture du livre et le titre du livre sont extraordinaires. On voit quasiment le côté religieux, quoi. On voit la fin des temps est proche, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, via cette fameuse question, est-ce que, j'allais dire, évidemment, tout ça, c'est vrai. Est-ce qu'on doit vivre dans ce mélange de terreur et d'espoir de la fin des temps, quoi, Est-ce que réellement, on va dire, ces intelligences des machines vont nous broyer, vont nous liquéfier, ou comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Je me permettrais, en fait, contrairement à Kurzweil, d'avancer une version un peu différente. Et si en vérité, cette terreur-là de la rivalité binaire entre machine et humain, c'était le résultat d'une grossière caricature de ce que c'est que l'être humain. Voyez. Plutôt que de poser les termes de la discussion sur le plan binaire, donc les machines versus nous, donc l'être humain versus la machine, est-ce que plutôt on ne doit pas se dire que la machine elle-même et l'être humain lui-même connaissent, et surtout l'être humain lui-même connaissent de nombreuses versions? Mais comment est-ce qu'on en est venu à cette idée de réduction de l'intelligence ou des intelligences humaines à un seul modèle? Cette histoire-là, elle commence à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, en France comme dans d'autres pays, l'éducation, enfin les écoles plutôt, se sont entrouvertes aux enfants. Je dis volontiers entrouvertes parce qu'il y avait des catégories d'enfants que le pouvoir politique de l'époque ne voulait absolument pas voir à l'école. Ce sont des enfants qu'aujourd'hui on appelle par exemple en situation de handicap, mais qu'à l'époque, bien sûr, on n'appelait pas comme ça. Et le ministère de l'Instruction publique, donc en France, c'était pas encore Éducation nationale, avait chargé un médecin, dénommé Alfred Binet, de créer des outils ou des argumentaires scientifiques
pour mettre à la porte de l'école les enfants qu'on ne voulait pas y voir. Le docteur Binet, je ne vous recommande pas de lire les textes du docteur Binet. D'ailleurs, personne ne les lit, mais on mémorise simplement que le docteur Binet est le créateur du test de QI, du quotient intellectuel. Alors, pourquoi il ne faut pas lire ces textes? Parce qu'ils sont épouvantables, quoi. Pour le dire un peu crûment, si vous avez le vocabulaire et la façon de parler du docteur Binet, vous êtes en prison au bout de 5 minutes, quoi. Voyez, pour vous dire un peu les choses. Donc, le docteur Binet était un éminent savant, quoi, mais il avait bien sûr les cadres intellectuels d'une certaine époque. Et en particulier, le docteur Binet, dans sa théorie de l'intelligence humaine, il avait posé 3 affirmations. Et en fait, 3 choses qui rétrospectivement sont choquantes, mais il ne s'en est peut-être pas aperçu. La première affirmation, imaginez, ce stylo représente un axe vertical. Et imaginez que sur cet axe vertical, on puisse disposer les êtres humains en fonction de leur intelligence, avec donc une hiérarchie entre un tel, un tel, un tel. Donc évidemment, le premier postulat du docteur Binet, c'est qu'il n'y a qu'un seul axe. Voyez, l'entièreté, la totalité des facultés humaines est réductible à un seul axe, avec peut-être quelques petites subtilités, calcul de moyenne, etc. Mais en dernière analyse, il n'y a qu'un seul axe. Voyez. Deuxième supposition du docteur Binet, c'est qu'il y a une hiérarchie. Par exemple, l'individu A est à ce niveau-là, l'individu B est à ce niveau-là, et l'individu C est à ce niveau-là. Ce qui d'ailleurs a des conséquences très graves sur le plan social, mais attendons un instant avant de les tirer. Et troisième présupposé du docteur Binet, c'est que tout ça c'est biologiquement donné. Par exemple, si vous êtes à ce stade-là, eh bien que vous buviez du café, que vous lisiez Socrate ou je ne sais pas qui, vous restez bloqué ici toute votre vie. On est d'accord. Ça, ce sont les présupposés du docteur Binet. Évidemment, ça ne vous surprendra pas que cette théorie-là a fait les délices de différents régimes politiques de la première moitié du XXe siècle, quoi. Mais je préfère enlever ces images-là. Et aujourd'hui, du moins je l'espère, que ces théories ont été reléguées à la poubelle. Aujourd'hui, on sait bien que l'intelligence de l'être humain n'est pas unique. Voyez, il y a une multiplicité de facultés, il y a une multiplicité d'aptitudes. Et vouloir réduire les facultés de l'être humain à un axe unique, non seulement c'est faux, et je crois que quiconque fréquente l'univers du handicap sait bien que c'est faux, mais surtout, il y a un prix terrible à payer. C'est que si tout est réductible à un seul axe, eh bien, Ray Kurzweil et sa singularité nous menacent parce que la machine, sur cet axe-là, elle pourra être bien plus forte, bien plus puissante. Et donc, le prix à payer des théories du docteur Binet, c'est qu'on doit vivre un peu dans cette crainte de quand les robots prendront le pouvoir. Voyez. Alors, tout cela pour dire que, heureusement, qu'on sait aujourd'hui, ou plutôt on l'a redécouvert, que les aptitudes de l'être humain sont multiples, qu'elles ne sont pas uniques. Et je reviendrai à Kahneman dans un petit instant, vous m'excuserez. Mais ce que l'on peut savoir, ce qu'on peut remarquer, c'est que les intelligences humaines sont multiples. Et cela a d'ailleurs historiquement toujours été comme ça. J'ai juste un petit exercice, si vous le voulez bien, pour bien se figurer les choses. Est-ce que vous savez ce que voulait dire en français classique, donc français par exemple du 7e, 18e siècle, la phrase, si vous parlez de 2 personnes, si vous dites par exemple, ce sont 2 personnes d'intelligence, ce sont 2 personnes intelligentes. Qu'est-ce que ça voulait dire cette tournure? En fait, cette tournure, elle voulait dire que ce sont 2 très bonnes amies. Voyez.
Et donc, l'intelligence, c'était en lien avec. L'intelligence, elle est sociale, hein, elle a toujours été sociale. Hein. Et on en retrouve quelques traces dans le mot anglais, intelligence. En fait, intelligence, ça désigne, ça a gardé un peu ce sens négatif de renseignement, quoi, hein, vous voyez. Donc, bon, mais il y a le sens interhumain qui reste, alors qu'en langue française, hein, quand on dit intelligence, on a totalement zappé, hein, on a totalement zappé cette capacité interhumaine, quoi, hein, vous voyez. Donc, non seulement l'être humain est un agrégat de facultés multiples, mais aussi, peut-être surtout, les intelligences véritables sont celles qui se passent au niveau interhumain. Alors, on a pu montrer que, par exemple, la mémoire était avant tout collective. Hein. Ça a pu être démontré. C'est d'ailleurs un principe qui fonctionne dans les universités. Mais sur le plan des intelligences, il en va de même. Alors, pour le plaisir, un peu, je pourrais vous citer toutes sortes de textes. Hein. Par exemple, ici, vous savez, un verset coranique hein, qui parle donc de l'aptitude à raisonner hein, et le sujet hein, donc de ceux qui raisonnent, c'est le peuple. Hein, c'est pas un individu hein, qui raisonne. Ce sont les deux derniers mots hein, de la sourate. Quoi, hein, voyez? Donc ici, on a véritablement cette dimension collective, on va dire, de l'intelligence. Quoi, hein. Voilà. Alors, et maintenant, il y a eu une révolution qui est venue, quoi, hein, également au XXe siècle. C'est ce que l'on appelle la théorie des biais cognitifs. Hein. Alors, la théorie des biais cognitifs, elle a un père fondateur un peu mythique, hein, qui est hélas décédé dernièrement, le père fondateur mythique n'est autre que Daniel Kahneman. Alors, Daniel Kahneman, il a son fan club. Hein. Et je comprends tout à fait les membres de son fan club parce que Daniel Kahneman est un auteur qui s'exprime remarquablement bien. Hein, c'est très lisible. Et Daniel Kahneman secoue profondément les représentations que l'on a en rapport à l'être humain. Alors, on aimerait se voir, nous autres bipèdes humains, comme des gens peut-être pas parfaits, mais ayant une espèce au moins de fragment d'intelligence supérieure avec une espèce de capacité computationnelle géniale. Mais en fait, Daniel Kahneman montre que le fonctionnement humain oui, et y compris le fonctionnement des gens qui se prétendent extrêmement intelligents et tutti quanti, le fonctionnement humain est en fait un agrégat de facultés, de types de fonctionnement bizarroïdes et au fond profondément irrationnels. Hein. Et le pire, on va dire, c'est que quand on commence à lire Kahneman, on a envie de dire que tout ça est faux. Mais petit à petit, que l'argumentaire se déploie, j'allais dire, on finit par se prendre au jeu, quoi. Hein. Donc, pour résumer, c'est très grossier hein, comme résumé, mais pour résumer un peu la thèse de Kahneman, c'est qu'en fait, l'être humain est une juxtaposition de deux systèmes. Hein. Et donc, il y a un premier système qu'il appelle système 1, qui est en fait un système qui permet un traitement rapide d'informations, un traitement qui n'est pas très exigeant en termes d'efforts intellectuels et d'énergie physique ou intellectuelle. Et ce système-là est bien pratique parce que tout simplement, il nous permet de vivre. Hein. Sans ce système-là, la vie serait bien difficile. Hein. Des exemples d'activation du système 1, hein, c'est par exemple quand vous marchez, vous rencontrez un ami, vous voyez qu'il a telle ou telle figure et puis voilà, il y a tout de suite une sorte d'analyse de la tête que fait votre ami. Hein. Donc ça, c'est le système 1. Alors, le système 1, il est bien pratique parce qu'il est rapide, parce qu'il est très peu
consommateur d'énergie. Et le système 1, alors il a je dirais, des facultés de base, mais il peut aussi acquérir, hein. Un exemple typique, c'est par exemple la conduite automobile. Lorsque on est conducteur débutant, eh bien, je crois qu'on n'a pas la capacité de conduire en système 1. Mais au fur et à mesure que l'on s'exerce, le système 1 englobe ou finit par englober les aptitudes à la conduite. Hein, voyez? Pardon, je vous dis ça de façon théorique parce que moi-même, je ne sais pas conduire. Hein, donc, voilà. Mais après vient le système 2. Le système 2 est un système qui permet une forme de réflexion. Mais le système 2 est très exigeant en termes d'énergie. Le système 2 n'est activé que vraiment quand on ne peut pas faire autrement. Et tout le corps humain aspire à faire cesser le fonctionnement du système 2 dès que possible, hein. Et donc, c'est lorsque, par exemple, on vous demande 37 fois 18. Hein. Donc, ça, c'est le système 2, quoi, hein. Voilà. Et donc, l'être humain, en fait, fonctionne quasi toujours en système 1. Et activer le système 2, ça ne doit être réservé qu'à des moments tout à fait exceptionnels. D'autant plus qu'activer le système 2, ça bloque le système 1. Donc, pour prendre un exemple que donne Kahneman, si vous marchez dans la nature avec un ami, et si vous lui demandez, oh, est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Ben, votre ami va continuer de marcher, hein, parce que cette question-là, elle repose sur le système 1. Par contre, si en marchant avec votre ami, vous lui dites 37 fois 18, là, il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce que vous avez subitement, brutalement et méchamment demandé l'activation du système 2, quoi, hein. Et donc, évidemment, il est en difficulté. Et il s'arrête parce que marcher tout en calculant, c'est très difficile, hein. Donc, Kahneman propose une explication, en fait, de cette bizarrerie, finalement, qu'est l'être humain. Et alors, Kahneman lui-même, il ne s'était pas trop exprimé sur ce point-là, mais on peut le mettre en lien avec l'évolution qui a façonné le cerveau humain. Vous voyez, le cerveau humain n'est pas une entité, quoi. Le cerveau humain est une juxtaposition d'entités, hein, qui se sont agglomérées, conglomérées de multiples et savantes manières, hein. Je passe les détails. Mais ce qu'on peut retenir de là, c'est que dans l'univers des différences, dans l'univers de la pluralité humaine, évidemment qu'on aura affaire à toutes sortes de fonctionnements étonnants, hein. Et évidemment que ça remettra totalement en cause, hein, cette vision axe unique de l'intelligence humaine qu'avait donc le docteur Binet, hein. Et c'est là peut-être que vient un livre qui a été totalement oublié, hein, mais ce livre-là, il a été un livre de chevet de François Mitterrand, hein. Et ce livre-là a été l'un des livres les plus marquants des années 80. Il a été écrit par Jean Hollands. Alors, Jean Hollands est une dame, hein. Vous voyez que souvent en anglais, Jean, hein, c'est un prénom féminin, hein, d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper. Et donc, ce livre-là s'appelle Le syndrome du silicone, hein. Alors, c'est tout à fait singulier comme histoire parce que donc Jean Holland était psychologue, elle est décédée hélas, et elle était notamment spécialisée dans les thérapies de couple, hein. Et Jean Holland avait assisté à l'essor d'une zone tout à fait négligée des USA qui est devenue aujourd'hui un cœur fonctionnel, c'est la Silicon Valley, hein. Et donc la Silicon Valley est passée du statut de zone à fuir vers le statut de zone extrêmement attractive où tous ceux qui ont de l'argent, etc., essayent d'y aller. Et par contre, Jean Holland avait remarqué que les gens, hein, qui peuplaient, qui ont construit finalement cette Silicon Valley étaient des gens bizarres, très bizarres. Ah, vous voyez, c'est l'époque où l'autisme n'était pas connu. Je me permets de faire remarquer, pour resituer ça dans le temps, que 1985, c'est avant les écrits de Temple Grandin, hein, et c'est avant, évidemment, Rain Man, hein. Donc, il faut bien situer ces choses-là, hein. Donc, on était encore dans un domaine inconnu.
hein. Et donc, l'auteur nous décrit ce que nous, on appelle autisme et ce qu'elle, elle appelle syndrome du silicone, hein, avec une forme d'amusement tout à fait drôle. Et pourquoi ce livre-là a un message essentiel pour nous aujourd'hui? C'est qu'en fait, Jean Rollands montre que c'est la particularité psychologique de ces gens-là qui a créé les machines. Voyez? Et les machines qui fonctionnent d'une certaine façon. Et que, en fait, c'est là le fonctionnement des humains qui a fait ce fonctionnement des machines en décalque. Voyez? Donc, ce n'est pas du tout une espèce d'intelligence artificielle qui surgirait de je ne sais quel néant, quoi, hein, et qui, par exemple, se mettrait à nous menacer. Non, non, c'est en fait une forme de siliconisation, hein, d'un fonctionnement humain bien spécifique, quoi, hein. Voyez? Le livre est drôle, hein, il est daté par moments, mais il est très drôle, hein, et je crois que c'est très dommage, hein, qu'il soit tombé dans l'oubli parce que finalement, il est porteur d'un message très positif, à savoir que ce que l'on appelle intelligence artificielle et qui en fait devrait être mise au pluriel lui aussi, c'est tout simplement le reflet de cette pluralité humaine. Et c'est là, j'allais dire que nous aussi, on peut s'amuser. Je vous ai torturé avec toutes sortes de choses peut-être bizarroïdes, mais il est temps peut-être de voir un aspect plus rigolo, mais finalement, je l'espère, instructif des choses. Vous connaissez la messagerie Telegram, hein, il en a été beaucoup question au cours de l'été écoulé notamment. La question, évidemment, c'est qui est derrière Telegram, hein. Derrière Telegram, il y a non pas une personne, mais deux personnes, hein. Ce sont deux frères. Ce sont les frères Durov, hein. Les frères Durov, l'un des deux est très connu, l'autre ne l'est pas. Celui qui est connu s'appelle Pavel. Celui qui n'est pas connu s'appelle Nikolai, hein. Je vais vous afficher une photo des deux frères, mais sans doute vous l'avez déjà vu. Et nous sommes donc face à trois questions essentielles. Lequel des deux frères, première question, à votre avis, est autiste? Lequel ne l'est pas? Deuxième question, si vous le voulez bien, lequel des deux a fait la programmation? Et lequel des deux a fait le marketing, hein? Voyez? Troisième question, lequel des deux frères se vante, à votre avis, d'avoir engendré plus de 100 enfants biologiques? Eh bien, voyons la photo des deux frères et je crois que la réponse ne sera pas bien compliquée. Voyez? Alors, sur cette photo, donc, nous pouvons découvrir les deux frères Durov, hein. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue, à trouver une photo du deuxième frère Durov, hein. Voyez? Disons que c'est pas quelqu'un qui s'affiche et selon les infos que j'ai réussi à avoir, il vivrait cloîtré dans un studio de Saint-Pétersbourg, quoi, hein. Bref, tout ça pour dire que nos deux frères sont très différents et je pense que d'une certaine façon, la pluralité humaine, la pluralité des fonctionnements humains est parfois bien plus savoureuse et bien plus saisissante encore que ce que l'on peut trouver, hein, dans l'univers des machines, quoi, hein. Vous voyez, ça peut nous laisser songeurs. Mais le message essentiel ici des deux frères Durov, c'est pas de savoir lequel est meilleur que l'autre, hein. Vous voyez, c'est pas de vouloir à tout prix caser les deux frères sur un axe hiérarchique et dire un tel est meilleur que l'autre. Ça, c'est une grosse bêtise. Et on y reviendra dans un petit instant. Mais l'important ici, c'est de voir que les deux frères sont en vérité complémentaires, hein, et que c'est leur intelligence au sens français classique du terme, c'est-à-dire leur coopération, hein, c'est leur intelligence qui permet de créer, par exemple, Telegram ici. Et ça, je pense, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, les deux frères, et je vais rejouer sur le mot, vivent en parfaite intelligence, à savoir qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Ils se voient souvent, hein, vous voyez. Et donc, la moralité de cette petite histoire, c'est que on ne sait pas qui est meilleur que l'autre, hein, dans l'absolu, hein. Voilà. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que premièrement, on peut fonctionner très bien ensemble, même et surtout si on a des formes très différentes d'intelligence. Et deuxièmement, j'en suis convaincu, c'est là
qui permet cette coopération, cette coordination qui permet les belles histoires. Voyez? Évidemment que j'aurais tendance à multiplier les anecdotes et puis ça pourrait nous tenir pendant des heures et des heures. Mais l'idée véritablement qu'on peut retenir, c'est que dans l'univers du handicap, eh bien souvent on a beaucoup moins peur de ce qu'on peut appeler intelligence artificielle, etc. Parce qu'au fond, les intelligences artificielles ne sont que des variations de la pluralité des intelligences telles qu'elles existent, quoi. Voyez? Et en quelque sorte, parfois, les rencontres que l'on fait dans l'univers du handicap sont des rencontres autrement plus surprenantes, plus bouleversante que les rencontres qu'on peut avoir, par exemple, avec les machines, quoi, hein. Voyez, excusez-moi pour le dire avec peut-être cette formule, je ne sais pas si elle est réussie ou pas, mais rencontrer certaines personnes que j'ai la joie de côtoyer, des personnes très, très bizarres, c'est beaucoup plus déstabilisant dans le bon sens du terme que de rencontrer ChatGPT, quoi. Voyez, parce que ChatGPT, au fond, est ultra conformiste, quoi, hein. Voyez, c'est tout à fait, je crois que ça, c'est un point qui est frappant. Je l'ai dit, je pourrais multiplier des anecdotes parce que au fond, toutes les histoires, je crois, toutes les belles histoires économiques reposent sur un peu ce genre de duo, quoi, hein. Bon, je ne me contenterai d'une supplémentaire. Ici, nous avons une photo historique, hein. Sur cette photo, nous voyons la fondation de Apple, quoi, hein. Donc, si on avait dû écrire l'histoire du XXe siècle avec quelques images, probablement qu'on aurait mis cette photo-là, hein. Donc, sur cette photo, on voit à nouveau qu'ils étaient non pas un, mais deux, hein. Évidemment, l'un des deux est très connu, hein, pas la peine de vous le présenter à nouveau. C'est bien sûr Steve Jobs, hein. Donc, Steve Jobs, très brillant manager, des intelligences interpersonnelles, hein, très fortes chez lui, beaucoup de charisme, sans doute, oui, aussi certainement même. Mais par contre, Steve Jobs était très mauvais en informatique. Alors, ça peut surprendre dit comme ça, mais au fond, ça ne surprend pas. Alors, c'est pas Steve Jobs qui faisait les soudures, c'est pas lui qui faisait la programmation, etc., quoi, hein. Par contre, il a eu un coup de génie. C'est qu'il s'est allié avec un deuxième personnage, ben, qui s'appelle aussi Steve, hein, par les hasards des choses, hein, mais c'est celui qui est à votre gauche, enfin la gauche de l'image, hein. Donc, pardonnez, l'image est un peu floue sur mon PC, je suis désolé, mais la main sur le cœur. Est-ce que vous recruteriez ce deuxième Steve, hein? Probablement que non. Pourquoi? Parce qu'il a une tête bizarre, il a des lunettes qui ne sont pas du tout à la mode, il ne regarde pas dans les yeux, etc., etc. Vous voyez, c'est bien sûr lui qui faisait les soudures, hein. C'est lui qui faisait les programmations en assembleur, hein. Et donc, c'est leur juxtaposition, leur coordination qui a permis à Apple de démarrer. Ceux qui diront que tout ça est très injuste parce que Steve Jobs a eu l'argent, la gloire et l'autre n'a rien eu, en fait, ces gens-là, je crois, se trompent, hein, parce que, bon, comme vous le savez, Steve Jobs est mort. L'autre Steve, paraît-il qu'il continue ce bricolage, hein. Donc, peut-être que être bizarre, être marginal, est-ce que ce n'est pas, je dirais, un obstacle vers la vie réussie? Je n'en suis pas sûr, hein, voyez, à discuter en tout cas. Hein, ça, c'est un point tout à fait saisissant, quoi. Et encore une fois, on peut multiplier les exemples, hein, mais je dois me réfréner, hein, parce que ça nous mènerait un petit peu à l'écart des choses, hein. Mais si vous le voulez bien, quand on y réfléchit, eh bien finalement, on voit que ces intelligences bizarres, ces intelligences multiples ont toujours existé, hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, on a pu avoir quelques illustrations avec l'horloge astronomique de Prague, mais on pourrait citer bien d'autres exemples, hein. Il y a par exemple un livre qui s'appelle La préhistoire de l'autisme qui se demande, le livre le dit beaucoup plus intelligemment, si j'ose dire, que ce que je vais présenter ici, mais le livre se demande quel était le profil des personnes qui ont fait ces fabuleux dessins, ces fabuleuses peintures. Et parce que réfléchissons-y un petit instant.
Le mammouth est beaucoup trop grand pour rentrer dans les corridors de la grotte, on est d'accord. Le fauve, il ne va pas prendre la pose devant vous, il va vous bouffer, quoi, hein. Donc, si vous voulez dessiner ou peindre ces animaux-là, vous devez le faire de mémoire et d'avoir une mémoire tout à fait étonnante parce que si vous observez bien, l'oreille du fauve correspond bien à son espèce, quoi, hein. Donc, c'est pas n'importe quoi assemblé avec n'importe quoi d'autre, hein. Donc, la faculté mnésique de ce dessinateur était absolument remarquable. Alors, les gens ont tendance souvent à surestimer, hein, leurs compétences mnésiques, hein. Par exemple, si je vous dis en fermant les yeux, est-ce que vous pouvez visualiser la tour Eiffel? Ah, vous me direz qu'évidemment oui. Mais si je vous demande combien de barres métalliques est-ce que vous voyez, hein, et quelle est la structure exacte de ces barres métalliques, alors là, probablement qu'on sera en difficulté, hein. Donc, vous voyez, la réalité, hein, des facultés de mémoire des gens est moins bonne, hein, que ce que l'on pense, hein, souvent. Mais il y a des gens qui ont, hein, cette mémoire photographique, hein, voyez, et donc à méditer. D'autre part, qui aspire parmi nous à passer sa vie dans les corridors froids et humides d'une grotte, quoi, hein, plutôt que de s'amuser avec les copains au soleil, quoi, hein, voyez. Et d'autre part aussi, avant de parvenir à ce genre de maîtrise de la technique du dessin, il faut y consacrer des milliers d'heures, hein, c'est-à-dire sa vie, hein, parce que la vie était bien courte à l'époque, hein, voyez. Donc, si vous regardez, voici un exemple d'écriture en sumérien, hein. Donc, c'est sans doute le sumérien, sans doute l'une des plus anciennes langues écrites de l'aventure humaine, hein. Ce que l'on voit ici, en fait, c'est très agrandi. En taille réelle, c'est beaucoup plus petit, hein. C'est quelque chose comme une pièce d'identité ou quelque chose comme ça. Et donc, comment est-ce qu'on écrit en sumérien? Ben, vous avez une tablette d'argile, vous avez un petit marteau, hein, et vous tapez. Alors, si vous faites une faute, il faut tout recommencer. Est-ce que vous accepteriez de passer votre vie à faire ça? Voyez? Ah, bonne question. Alors, je suis pas sûr. Mais heureusement qu'il y avait des gens qui ont, je dirais, fonctionné comme ça et qui ont façonné, on va dire, tant d'éléments de notre vie. Je passe le petit mot en chinois, mais parce que le temps presse, il vaut mieux qu'on ait un temps d'échange, hein. Mais ce qui est important, et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul des années, on a pu se rendre compte que finalement, les aptitudes réelles de l'être humain, ce qui rend l'être humain en pluriel, évidemment, mais humain avant tout, ce n'est pas forcément une aptitude logico-mathématique, le système 2, hein, comme l'aurait dit Kahneman, quoi, hein. Et ce qui rend l'être humain humain, c'est autre chose, hein. Et il y a bien sûr des différentes façons de décrire ou de saisir ces points-là, hein. L'une des façons, c'est avec Goldman, hein. Goldman, vous me direz, c'est qui Goldman? Ben, Goldman, en fait, est tout simplement l'inventeur, hein, de l'intelligence émotionnelle, hein. Bien sûr que après le concept a vécu sa vie, il y a toutes sortes de versions commerciales, on va dire, pour être aussi pudique que possible dans les termes. Mais le point essentiel de Goldman, hein, et je crois que la citation est excellente, c'est que vivre une vie humaine, faire l'éducation d'un humain, ça ne doit pas consister à vouloir constamment hiérarchiser les humains, quoi. Voyez. Souvenez-vous de ce fameux axe avec la hiérarchie. Vouloir à tout prix caser, hiérarchiser, je crois, en tout cas Goldman le dit très clairement, je crois que c'est une imposture, quoi, hein, voyez. Et une imposture qui a été rendue possible dans un certain contexte, hein, il y a un siècle à peu près, quoi. Mais je ne pense pas qu'il soit correct de continuer justement cette erreur-là. Ah, voyez. Ça a été, je veux dire, ce point-là, très intriguant, a été abordé par quantité d'autres auteurs. Alors, si vous aimez ces sujets, il y a toujours un livre que j'aime à recommander, hein. C'est un livre de Damasio, hein. Ça s'appelle L'erreur de Descartes.
Alors, pour faire vraiment au plus simple, hein, je sais que je caricature beaucoup et je ne devrais pas parler comme ça, mais donc Descartes, en gros, hein, était un penseur qui prônait une forme d'usage de la rationalité. Et l'idée, peut-être l'idée folle, je ne sais pas, il y a eu des bibliothèques entières sur ce sujet, l'idée folle de Descartes avait été de se dire qu'en faisant usage de sa rationalité, on pouvait, par exemple, construire un univers intellectuel, fonder les connaissances et puis finalement vivre une vie humaine bien comme il faut, quoi, hein. Alors, je dirais, ça, c'était le rêve, hein. Mais dans la réalité, et ça, c'est Damasio qui le montre, les gens qui reposent sur la rationalité pure pour prendre des décisions prennent de très mauvaises décisions et vivent des moments absolument calamiteux dans leur vie, quoi, hein, parce que le fonctionnement humain, c'est pas une succession de calculs ou de computes, hein. Il y a des humains qui sont comme ça, mais majoritairement, le fonctionnement interhumain, c'est pas ça, et le fonctionnement humain tout court non plus. Voyez, le fonctionnement humain repose plutôt sur des ressentis, sur le traitement adéquat de ses émotions, sur le traitement adéquat des émotions des autres. Voyez, ce que de Goldman appelle intelligence émotionnelle, hein. Là encore, il faut donner le sens collectif au mot intelligence pour que l'expression fasse sens, hein. Et dès lors, je crois que si on comprend réellement cette pluralité de l'être humain, des intelligences humaines, alors l'intelligence artificielle finalement n'est qu'un ensemble d'un beaucoup plus large et beaucoup plus grand tout, hein. Et c'est peut-être un message absolument essentiel. Alors, je vais sauter un certain nombre de choses, si vous le voulez bien, et je vais juste vous partager deux invités et une petite histoire qui pourra, je l'espère, nous donner à réfléchir, pouvoir discuter juste après. Le premier de nos invités, de nos deux invités, ce pourrait être Casper, hein. Vous voyez, Casper est un fantôme, hein. C'est pas un golem, hein, mais c'est un fantôme, hein. Et le Casper, il est, je crois, le personnage le plus touchant, hein, de l'univers de la fiction. Et le plus intéressant parce qu'il a une philosophie de vie assez étonnante. Casper veut se faire des amis, coûte que coûte. Et il essaye toujours et encore de se faire des amis. Mais évidemment, ça ne marche pas parce qu'il a une tête bizarre. Enfin, les humains ont peur des fantômes, les animaux aussi d'ailleurs, semble-t-il, quoi, hein. Et donc, il n'arrive pas à se faire des amis. Alors, il est un peu comme tous ces enfants dits différents, hein, à l'école. On croit parfois que c'est l'enfant ayant tel ou tel label qui ne veut pas jouer avec les autres, mais en fait, ce sont plutôt les autres qui ne veulent pas jouer avec lui, hein. Donc, il se retrouve tout seul, notre Casper. Mais Casper, à un moment donné, va comprendre l'astuce secrète pour se faire des amis. L'astuce secrète, c'est que, en fait, pour se faire des amis, il faut aider les autres. Voyez, le se faire des amis, c'est pas une aptitude que vous avez, hein, voyez, l'intelligence, elle n'est pas restreinte je veux dire, à la possession d'une personne, hein. L'intelligence ici, c'est encore une fois le lien interpersonnel, quoi, hein. Et il y aura un épisode qui va aider Casper. C'est l'épisode du grand méchant ours. Voyez, imaginez un méchant ours avec de grosses griffes, la bave qui coule et tout, hein, et le méchant ours veut bouffer un petit scout, hein. Donc le petit scout se met à courir, 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 mais l'ours est plus rapide, plus puissant que le petit scout, et à un moment donné, l'ours est sur le point de bouffer le petit scout, hein. C'est là que Casper surgit, Casper fait peur à l'ours s'enfuit, et le petit scout comprend que Casper est un copain, quoi. Voyez? Donc, tout ça pour dire, hein, que, en vérité, pour se faire des amis, quand on est en situation de handicap, il faut aider les autres, hein. Et la mission, en fait, des gens bizarres, c'est d'aider les autres. Vous allez me dire que c'est provocateur ou que c'est un gag. Pas si sûr, hein. En fait, c'est surtout presque triste, hein. Et je m'explique. Voyez?
j'ai un petit secret. C'est que j'ai une jumelle astrale très connue. Est-ce que vous voyez ce que c'est un jumeau astral ou une jumelle astrale? Une jumelle astrale ou un jumeau astral, c'est une personne qui est née le même jour que vous. Et en l'occurrence, cette personne-là, très connue, elle est née le même jour et la même année que moi. Il s'agit donc de Britney Spears. Vous voyez, donc bienvenue à Britney. Vous voyez, Britney, c'est à la gauche de l'écran, bien sûr. Donc, Britney Spears est votre serviteur. Nous avons encore un autre trait commun. C'est que ni elle ni moi ne savons chanter. Et donc, Britney, elle a eu dès le plus jeune âge, dès le début de sa vie adulte et même avant, à vrai dire, elle a eu un succès mondial colossal. Vous voyez. Peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne s'en souviennent pas, mais il fut un temps où toute la presse du monde, en une, avait les moindres faits et gestes de Britney Spears. En d'autres termes, même si vous êtes une personne extrêmement ambitieuse, jamais, jamais vous ne pouvez espérer d'avoir une fraction du succès de Britney. Voyez. Et donc, regardons maintenant où ça a mené. C'était désastreux. C'est désastreux. Elle est détruite. Voyez. Si elle avait eu une forme différente d'intelligence, si elle avait été handicapée, je pense qu'elle aurait vécu une vie bien plus heureuse. Et ce n'est nullement un jeu de mots. C'est une réflexion grave qu'on peut se faire. Parce que, et c'est là qu'on en arrive au point. Je dois vous dire que ça fait quelque chose comme 20 ans que j'ai la chance de me balader, de rencontrer des gens extraordinaires, très différents. Ce matin, par exemple, j'ai passé une partie de la matinée avec un personnage très différent de la plupart des humains, quoi, hein. Mais j'allais dire, ces personnes-là, je les ai recherchées, mais indirectement, j'ai aussi rencontré des gens que j'avais pas recherchés, mais que j'ai croisés, des grands de ce monde. Vous voyez, j'ai rencontré quantité de milliardaires, des prix Nobel, j'ai rencontré nombre de chefs d'État. J'ai même rencontré Gorbatchev au chiottes. Alors, c'est vrai, c'est pas une blague. J'ai vraiment rencontré Gorbatchev dans les toilettes, quoi, hein. Mais blague mise à part, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, ces gens-là, donc, qui ont eu véritablement le fait des honneurs, quoi, hein, du pouvoir, de l'argent, ces gens-là sont souvent d'un très faible épanouissement personnel et sont très malheureux, pour le dire autrement. Ça repose vraiment cette question, d'une part, qui est handicapé? Qu'est-ce que c'est que le handicap? Qu'est-ce que c'est la pluralité des intelligences? Et est-ce que là où les deux, trois formes d'intelligence que l'on valorise beaucoup, premièrement, méritent d'être valorisées autant? Et d'autre part, est-ce que ce sont les seules formes d'intelligence? Vous l'avez compris, j'en doute très fort, non? Et c'est là, j'ai une petite histoire à vous proposer. Voyez, est-ce que vous vous souvenez, c'est l'histoire de fin, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était qu'un BlackBerry? Vous voyez, peut-être que les plus jeunes d'entre nous disent ou pensent que c'était entre le dinosaure et le phonographe. Non, enfin, non, pas tout à fait. Le BlackBerry, on va dire que c'était l'ancêtre du smartphone, hein, pour faire vite. Et il y a l'an dernier un film qui est sorti sur la fabuleuse et à la fin très triste histoire du BlackBerry. C'est un film qui commence bien et qui finit très très mal. Euh, Donc ce film-là, qui est finalement assez proche de la réalité, hein, permettez-moi de vous le résumer en quelques mots. Pour comprendre ce film-là, en fait, il y a trois profils humains. C'est un film où on voit la pluralité des intelligences humaines, hein. Il y a un premier profil intellectuel, hein, il s'appelle Doug. Doug, c'est le personnage qui est tout en haut à droite de l'écran. Doug qui a cette espèce de bandana et qui fait une tête étrange. En fait, c'est un acteur, bien sûr, dans le film, mais la réalité, à la rigueur, était plus intéressante encore que le film, hein. Donc, Doug est un bricoleur, il a toutes sortes d'idées, mais c'est quelqu'un, j'allais dire, qui n'est pas du tout, mais pas du tout au standard business, quoi, hein.
et dans son lieu de bricolage, qui ne ressemble d'ailleurs absolument pas à un environnement de travail. Si l'inspection du travail française y débarquait, ça finit très mal. Il y a des activités, une façon de travailler qui, là encore, ne serait tolérée dans aucune entreprise, quoi, hein. Et quand on voit le film, on comprend. Donc, Doug est tout à fait à l'ouest par rapport aux standards sociaux, mais justement, il a une forme d'intelligence bien à lui qui lui permet de trouver des dispositifs, des machines innovantes, hein. Financièrement, ça ne marche pas très bien, hein, parce que évidemment, les fournisseurs ne le payent pas et la petite boîte périclite, hein. Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième personnage, le deuxième profil de personnage. Il s'appelle Jim. Jim, il est en bas à gauche de l'écran. Je crois que vous l'avez deviné rien qu'en regardant. Jim, c'est pas quelqu'un qui fait les soudures, hein, c'est pas quelqu'un qui connaît quoi que ce soit à l'informatique, hein. Par contre, Jim, il a fait des études à Harvard. Il met sa cravate, hein, donc il sait faire un nœud de cravate, ce que d'ailleurs je ne sais pas faire, hein. Et donc lui, Jim, il a une capacité géniale de faire un pitch, hein. Donc c'est quoi un pitch? Hein, en 1 minute 30 ou 2 minutes, de vous tenir un discours parfait pour vous pousser à acheter à prix d'or un objet dont vous n'avez nul besoin. Enfin, bon, je le dis à ma façon, vous excuserez. Donc Jim, ça, il sait faire. Jim, il a compris qu'il y avait un potentiel économique terrible avec Doug. Donc, il est arrivé chez Doug et lui a dit, écoute, je serai le patron, parce que les gens non autistes veulent toujours être les patrons, quoi, hein. Donc, il arrive et dit, je serai le patron et tu vas voir, tu vas bosser pour moi. Et en effet, il se passe une sorte de miracle, c'est que très rapidement, le petit box de bricolage de Doug devient une entreprise mondiale, hein, avec des milliards et des milliards qui rentrent. Alors Jim est aux anges parce qu'il se déplace en jet privé, les gens lui font la courbette, vous voyez. Dans le monde des gens qui s'appellent saints d'esprit, quand vous êtes milliardaire, les gens vous respectent, quoi, hein, voyez. Ça ne veut pas dire que vous soyez respectable, hein, mais les gens vous respectent, hein. Et donc, le souci, l'histoire, si elle s'était arrêtée là, on pourrait dire que tout le monde est content parce que Jim a eu le pognon et la gloire et Doug a pu continuer à bricoler. Mais le souci, c'est qu'en fait, Jim va devenir fou. Vous voyez, l'argent, le pouvoir, tout ça, ça va le faire dérailler. Et il va prendre des décisions de plus en plus problématiques. Et à un moment donné, il va renvoyer Doug, hein. Et c'est là que toute la boîte va s'effondrer. BlackBerry, vous le savez, n'existe plus, hein. BlackBerry, en termes boursiers non plus, n'existe plus, voyez. Et c'est là qu'on peut mentionner le troisième personnage. Il s'appelle Mike. C'est celui qui est en chemise blanche, hein, à peu près au milieu, en haut de l'écran, voyez. Donc Mike, c'était un bricoleur au début, mais en fait, c'est un ami proche de Doug. Mais petit à petit, Mike, avec, bah, je dirais, l'espèce de trou noir attractif de Jim, il a commencé de plus en plus à fonctionner comme Jim, hein. Donc, comment dirait chez nous, il s'est déautistisé, quoi, hein, Mike, vous voyez. Et c'est intéressant de voir qu'il y a les catégories médicales, mais il y a surtout les parcours de vie, hein. Et aucune catégorie médicale ne peut saisir réellement ce qu'est l'être humain, hein, vous voyez. D'ailleurs, les catégories médicales changent sans arrêt, hein. Et le profil de Mike, c'est peut-être le plus intéressant, hein, de tous les trois, parce que s'il donne le plus à réfléchir sur justement notre vision de la différence, hein. Une vision de la différence qui adore les cases, mais est-ce qu'elle cerne réellement ce qu'est l'être humain au pluriel? Là, vous voyez. Alors, si je vous pose maintenant la question qui tue, de tous ces protagonistes-là, qui s'en est le mieux tiré? Vous voyez. En fait, c'est pas Mike. Parce que Mike, on pourrait dire qu'il a un pied dans chaque univers, donc il peut faire une espèce de moyenne, mais en fait, non, ça s'est pas bien fini pour Mike. Ça fait très mal fini pour Jim.
Jim a à peine échappé à la prison parce qu'il avait fait toutes sortes de magouilles, peu importe les détails. En fait, celui qui s'en est bien tiré le seul, c'est Doug. Parce que vous savez quoi? D'une part, il continue ses bricolages dans un autre cadre, peu importe. Mais surtout, peut-être aussi, ironiquement, comme il a été viré de la boîte au moment où BlackBerry était à son sommet boursier, eh bien, les parts qu'il détenait de l'entreprise valaient une fortune colossale, quoi, hein, vous voyez. Donc, comme quoi, hein, je dirais, les profils humains qui nous paraissent les plus bizarres, les plus marginaux, sont tout simplement indispensables et pas uniquement pour faire des soudures. Vous voyez? Et c'est ça l'étrange leçon de vie de BlackBerry. Hein, et la petite phrase que j'aime à citer à la fin, je tiens à dire que je ne suis pas suisse, hein, donc c'est juste que la phrase me semble très belle. Hein, cette petite phrase, on ne sait pas très bien qui a écrit cette phrase parce que la Constitution suisse a été écrite par le principe du wiki. Hein, donc n'importe qui pouvait contribuer, rajouter des mots, etc. Donc on ne sait pas qui a écrit la Constitution suisse et donc par extension qui a écrit cette phrase parce que cette phrase, elle est dans la Constitution suisse. C'est la dernière phrase du préambule de la Constitution helvétique. Et donc, on peut lire la phrase tout simplement en français. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voyez? Donc, cette phrase-là, c'est exactement ce message qu'elle veut transmettre. C'est que la communauté humaine, pour qu'elle puisse exister en tant que communauté, a besoin a besoin des personnes, des groupes qu'on avait voulu mettre à l'écart. Et on peut se demander à quoi sert le handicap, hein, à quoi sert, par exemple, tel ou tel fonctionnement humain très différent. Alors, si vous posez la question à un médecin, le médecin va vous dire, alors peut-être qu'il le dira plus élégamment que moi, mais il vous dira en somme que n'importe quel processus biologique a des ratés. Hein, et donc, si par exemple vous avez tel ou tel handicap, c'est que malheureusement pour vous, hein, quelque chose a raté hein, sur le plan biologique. Hein, donc, vous êtes une version ratée de l'être humain, mais bon, on est gentil, hein, on va vous donner à bouffer, quoi. Mais la vision ici, elle est très différente. Hein. La vision, c'est que précisément l'utilité de ces gens est tout simplement centrale pour que le village, la communauté puisse continuer à fonctionner. Quoi. Oui. Et quand on va, par exemple, dans un village en Afrique ou dans l'océan Pacifique, on le voit. On voit bien, on voit bien que la présence de telle ou telle personne hein, est nécessaire tout simplement pour que, par exemple, les animaux aient de quoi manger, pour qu'on s'occupe, etc., etc. Voyez. Et dans le domaine qui est le nôtre, hein, dans l'échange qui est le nôtre aujourd'hui, sur celui des intelligences artificielles, je crois que cette phrase-là, elle acquiert un sens très particulier et un sens très fort. Et n'oublions pas justement ces petites mains oubliées à qui nous devons tant, et sans qui peut-être il n'y aurait pas tous ces univers qu'aujourd'hui on appelle de différents termes techniques. Ah, j'étais très bavard, je vous prie de m'en excuser, mais si il y a quelques échanges de questions ou de réflexions, n'hésitez surtout pas. Merci à vous. Merci, Monsieur Joseph Chovanec, pour cette expérience passionnante et ce leçon de vie que vous nous offrez à chaque fois. Y a-t-il des questions dans la salle? On va passer à la séance des questions. Oui, on va vous amener le micro. Bonjour, Monsieur Chovanec. Vous nous entendez? Oui, allez-y, je vous en prie, je vous entends. Allez-y. Merci. Merci pour la présentation.
Il y a une question qui m'est venue vers le milieu de la présentation et qui a de plus en plus commencé à me déranger. Je me sens obligé de la poser. C'est que dans la description de la présentation, on a écrit que vous êtes un écrivain et philosophe autiste. Maintenant, à la fin de la présentation, j'ai envie de demander si vous l'êtes et si vous l'êtes, en quoi êtes-vous autiste? Parce que moi, j'admets que je pensais avant de venir à cette conférence que si on pouvait caractériser l'autisme par une chose, ce serait peut-être un manque de cette intelligence dont vous avez parlé, dans le sens classique français. Mais vous en avez tellement que je me demande maintenant ce qu'est l'autisme. Voilà, merci. Merci beaucoup pour l'interrogation que vous soulevez. Hein. Alors, j'allais dire, mon petit cas personnel est tout à fait secondaire et je pense qu'il n'est pas forcément utile ou nécessaire de s'appesantir sur les détails personnels. Mais ce qu'on peut retenir de façon plus générale, c'est que toutes les catégories médicales et en particulier psychiatriques sont construites. C'est-à-dire qu'elle s'élabore au cours du temps. Elle change considérablement. Aujourd'hui, la définition de l'autisme n'a rien à voir avec la définition d'il y a quelques années. Et on pourrait gémir et dire que c'est dommage et que, évidemment, oui, on peut avoir une forme d'attachement nostalgique par telle ou telle catégorie, mais est-ce que ce n'est pas un peu le genre même de l'attachement qu'on peut avoir je sais pas, à Sa Majesté impériale et royale, l'empereur et roi d'Autriche-Hongrie, quoi. Hein, voyez, bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça, quoi. Hein, donc, est-ce que on ne doit pas accepter que le monde évolue, hein, et même si parfois dans des lectures de vieux bouquins, on a le droit à une forme de nostalgie, quoi. Hein, voyez, il est fort possible que dans quelques années la catégorie d'autisme disparaisse. Hein, donc voilà. On peut le regretter, mais je crois que le plus important, ce sont les gens. Ce n'est pas telle ou telle catégorie, hein, ce sont les gens auxquels on doit s'intéresser. Hein. Et par rapport, on va dire, à certains descriptifs de l'autisme qui ont pu être faits, je crois que dans le monde de l'autisme, finalement, on ne doit pas sous-estimer hein, la capacité des autistes à être avant tout humains, quoi. Hein, voyez, ça c'est un point essentiel. Et si je puis me permettre un peu de faire un petit jeu de mots, hein, en fait, contrairement à ce que l'on pense hein, souvent. Autos, hein, donc le terme un peu sur lequel s'est greffé le suffixe isme hein, pour faire autisme. En fait, autos, ça ne désigne nullement un quelconque repliement, quoi. Hein, c'est juste l'adjectif, pardon, le pronom il hein, en grec. En grec classique, le pronom de la troisième personne s'est perdu. Hein. Et donc, on a mis un pronom de substitution hein, qui est autos, justement. Hein. Donc, il ne faut pas croire que le mot autisme désignerait nécessairement un repli sur soi. Hein. Et je crois que celui qui a le mieux illustré ça, hein, pardonnez-moi d'être, ça peut faire peur, hein, mais pardonnez-moi si j'essaie d'aller jusqu'au bout. Celui qui a le mieux illustré ça, je crois, c'est Immanuel Kant. Hein. Vous voyez, alors Kant, c'était, on va dire, quelqu'un d'assez caricaturalement du petit club, quoi. Hein. Pour vous dire, les voisins de Kant savaient que c'était midi quand ils le voyaient sortir et faire le tour du jardin public tout le temps dans le même sens. Quoi, hein, voyez. Et d'autre part, par exemple, faire la biographie de Kant, c'est d'un ennui total parce qu'il ne s'est rien passé dans la vie d'Emmanuel Kant. Hein. Et il est né, il a étudié, il est mort. Quoi, et il n'est jamais sorti de sa petite ville. Quoi. Vous voyez, c'est un peu comme, par exemple, imaginez, je prends n'importe quel exemple, vous êtes une personne hein, qui est née, qui a vécu toute sa vie et qui n'est jamais sorti, par exemple, de Cergy. Voyez, même pas 5 minutes. Et c'est exactement ça. Quoi. Hein. Et donc, Emmanuel Kant, a priori, dit comme ça, c'est un panorama très autistique. C'est pas quelqu'un qui
aurait, on va dire, un relationnel, émotionnel extrêmement développé a priori. Mais en fait, toute la structure mentale d'Emmanuel Kant, toute sa philosophie, c'est par l'usage de sa raison de développer une éthique du comportement. Vous voyez, une éthique interhumaine pour, je dirais, bâtir ce qu'on appelait à l'époque les Lumières, etc., etc., hein, et l'autonomie, hein, ou autodétermination, comme on dirait aujourd'hui. Vous voyez. Et donc, d'une certaine façon, on voit avec Emmanuel Kant, on pourrait citer sans doute aussi d'autres exemples, comment justement, hein, la nécessité de réfléchir aux interactions humaines peut donner un fonctionnement interhumain peut-être plus fiable, en tout cas fascinant à la personne. Voyez? Donc, pour le dire autrement, ce n'est pas parce que vous êtes aveugle de naissance que vous êtes incapable de décrire la couleur rouge. En fait, les aveugles de naissance décrivent souvent beaucoup mieux la couleur rouge que les gens qui voient, justement parce que les gens qui voient ne se sont jamais intéressés à ce qu'est réellement la couleur rouge. Voyez? Et donc, vous pouvez avoir un fonctionnement autistique et apprendre à acquérir des compétences interhumaines par d'autres biais. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme la personne aveugle de naissance peut, par sa réflexion, par ses lectures et par ses autres qualités, tout simplement mieux découvrir ce qu'est la couleur rouge qu'un grand nombre de gens qui voient. Je ne sais pas si mes quelques phrases étaient compréhensibles. Elle l'était. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que M. Chavanec a répondu à votre question déjà? Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, on vous apporte le micro. Merci beaucoup. Christelle Thomas, je travaille sur la diversité et je m'interroge notamment sur les expériences ou les projets pilotes qui, par rapport à ça, dans les écoles ou dans les universités en Europe ou aux États-Unis, seraient des expériences dont on pourrait s'inspirer par rapport aux possibilités de transformation ou d'organisation dans nos écoles qui sont toujours à l'affût de nouvelles expériences, mais qui tâtonnent beaucoup. Et je me demandais si vous aviez vu ou vécu des organisations de ce type-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Ça a de quoi nous retenir pendant des heures et des heures, évidemment. Mais en tout cas, j'allais dire un point essentiel, c'est qu'il n'y a pas de pays parfait. Voyez, l'une des, je dirais, petites faiblesses comment dire, en France, ce sont les rêves de Québec, on pourrait appeler ça. Hein. Il y a toutes sortes de gens qui vous vendent une sorte de Québec des rêves, etc. Et, j'aime bien le Canada ou le Québec. J'ai quantité d'amis pour des raisons multiples. J'aime bien le Canada, mais il ne faut surtout pas croire que ce serait une entité paradisiaque, quoi, hein. Il n'y a pas comme ça de lieu céleste en termes de solutions ou d'approche. Hein. Par contre, à droite, à gauche, on trouve des idées, hein, des façons de faire dont on peut s'inspirer, quoi, hein. Et donc, c'est toujours un combat. Vous voyez, c'est l'inclusion, la pluralité humaine, c'est un combat qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est un combat qu'on va pas réaliser parfaitement. Mais je crois que l'une des grandes tristesses, l'un des grands motifs de tristesse, c'est que justement, dans le monde du handicap, on ne voyage pas. Voyez, c'est un peu comme l'économie de 1930. Il y a des frontières très fermes.
et il y a quasiment personne qui ose regarder de l'autre côté, quoi. Vous voyez, il y a des choses qui me frappent beaucoup. Il y a par exemple des associations que je connais bien avec des amis, des gens fabuleux, qui sont en France, pas très loin de la frontière allemande, quoi, hein, mais littéralement à 3 kilomètres, quoi, hein. Et donc, ils ont toutes sortes d'activités, etc. Mais jamais, jamais ils n'ont eu idée d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, quoi, hein. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant, quoi, hein. Vous voyez. Donc, l'idée de faire circuler les bonnes solutions, les bons concepts, je crois que c'est absolument essentiel. Et il faut, je crois, plutôt que de faire des listes interminables, je dirais qu'il y a plusieurs concepts qu'on peut garder en tête, plusieurs idées clés. Une première idée clé, c'est une forme d'humilité. Accepter qu'on ne soit pas parfait, loin de là. Dans le monde du handicap, on a tendance souvent à faire des beaux discours, hein, au sens où on aime à se présenter comme quelqu'un d'extraordinairement inclusif et tout ça. La réalité est souvent très différente. Et à titre personnel, je crois que plus une personne ou un organisme fait un beau discours, plus en fait cette personne ou cet organisme est excluant. C'est une règle générale que malheureusement j'ai pu observer. Donc, accepter l'idée qu'on ne soit pas parfait, qu'on ait des choses à apprendre, beaucoup à apprendre, c'est une première étape nécessaire justement pour cet apprentissage. Donc, voilà, ça c'est un premier point. Un deuxième point, hein, l'inclusion, hein, si on veut s'ouvrir à la pluralité des intelligences humaines, il faut que cette pluralité humaine soit présente à toutes les strates, dans tous les environnements, par exemple de l'entreprise ou de l'université. Et ça, c'est un point important. Et c'est pour cela d'ailleurs que je suis tout à fait hostile aux quotas. Et je suis tout à fait hostile aussi à ce que, mais c'est une longue histoire, ça c'est choquant, que le handicap fasse partie de la RSE. Parce que, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à prendre des gens handicapés, mais à condition de ne pas être visibles. Donc, par exemple, dans une grande entreprise, on cherche des personnes handicapées pour récurer les chiottes et tenir, on va dire, l'arrière-cuisine, quoi, hein. Mais par contre, dans les autres postes, non, c'est pas pensable, quoi, hein. Et par exemple, tout le médico-social à la française est structuré selon ce schéma-là, quoi. Alors, bien sûr qu'il y a, par exemple, des ESAT excellents, etc., mais c'est toujours le même schéma. Vous voyez, c'est exactement le schéma de l'armée coloniale, hein. Le général, le papa commandant, comme on disait, est blanc, ses officiers aussi, et puis après, les tirailleurs, quoi, hein. Voilà, c'est un peu extrême, mais malheureusement souvent comme ça. Et à l'université, hein, c'est là qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. En fait, les universités sont extrêmement excluantes, quoi, hein. Les universités sont souvent beaucoup plus excluantes que les entreprises, quoi. Alors, évidemment, c'est pas ce qu'on aimerait croire. Les discours sont dans un tout autre sens, mais juste, vous voyez, quand, la prochaine fois quand des responsables universitaires vous feront de beaux discours sur l'inclusion, etc., demandez-vous, hein, parmi les grands professeurs ou cadres dirigeants d'université, combien il y a des gens avec un handicap marqué. Par là, je veux évidemment pas dire, par exemple, quelqu'un qui était déjà en poste et qui, à l'âge de 50, 60 ans, commence à avoir mal au dos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout autre cas de figure, hein, ça. Mais ça donne vraiment à réfléchir, hein, sur ce que l'on va faire, ce qu'on doit faire, hein, en termes d'inclusion. Et peut-être que si on s'ouvre sur certains grands principes, le reste pourra suivre, sinon ce sera plus compliqué. Pardonnez d'avoir été relativement cru et un peu direct. Je ne peux pas citer ici évidemment l'exemple de l'université où je travaille, à savoir l'université de Louvain, qui est une grosse université belge, parce que évidemment je suis mal placé, je serai jugé parti à la fois, hein, donc voilà. Merci.
Merci. Excellent. Effectivement, j'entendais ce mot-là. Je crois qu'on aime prendre des leçons et que voilà, on repartira beaucoup plus riche ce soir chez nous avec des réflexions qui continuera bien au-delà de cette conférence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais ça va être l'heure de clôturer. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole ou s'exprimer? Non? On a fait le tour? Écoutez, alors je crois que oui, les remerciements sont de rigueur et les applaudissements aussi. Un grand merci, Monsieur Chovanec. Voilà, donc nous clôturons cette journée, bien sûr, et cette conférence dédiée au handicap. Un grand merci à vous, un grand merci aux intervenants, aux associations qui ont énormément contribué également, et puis toutes ces personnes qui ont aidé à mettre en place ce forum aujourd'hui. Bien sûr, nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, et puis nous souhaitons bien sûr vous revoir peut-être d'ici un an, pour une autre journée handicap, puisque c'était bien aujourd'hui le 3 décembre, la journée internationale dédiée aux personnes en situation de handicap. Donc merci à tous et un grand merci, Monsieur Chovanec. Thank you.